On ne va pas se mentir, spécial ce soir avec deux invités exceptionnels sur iTélé, Edgar Morin et Tariq Ramadan. Bonsoir à tous les deux. Vous avez écrit ensemble un livre passionnant, une conversation sur les grandes questions de notre temps, un dialogue dense, vif, parfois très émouvant. Ça s'appelle Au péril des idées. Voilà, on le voit à l'image. C'est aux presses du Châtelet. Edgar Morin, vous êtes directeur émérite de recherche au CNRS. Vous êtes philosophe, vous êtes sociologue, vous êtes le père de ce qu'on appelle la théorie de la complexité. Vous êtes auteur d'une 60aine d'ouvrages traduits en plus de 30 langues. Vous êtes docteur honoris causa dans 24 universités. Est-ce qu'on a le droit de donner votre âge à l'antenne ? 93. 93 ans. Oui, je suis né en 21. Vous êtes né en 1921, effectivement, et vous êtes toujours très en forme. Tariq Ramadan, bonsoir à vous. Vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Vous êtes directeur du Centre de recherche sur la législation islamique et éthique. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, principalement sur l'islam. Alors, vous vous êtes enfermés tous les deux pendant 2 jours sous les orangers à Marrakech, dans un bel hôtel. Et vous avez conversé, vous avez discuté de Dieu, de la religion, des femmes, du pardon, de la raison. Mais aussi, on va en parler de l'état de la France, des communautarismes, de la montée des populismes. C'est le philosophe, l'écrivain Charles-Henri Dubord qui a arbitré cette conversation. Et du coup, je l'ai appelé, je l'ai téléphoné pour savoir un petit peu comment ça s'était passé. Il m'a raconté que c'était vous qui avez eu l'idée à l'origine, Tariq Ramadan, avec l'éditeur, de faire cette conversation avec vous. Et il m'a dit l'objectif de ce livre, c'était de confronter 2 hommes qui n'avaient strictement rien à voir a priori, c'est-à-dire un agnostique né juif, penseur dont la réputation, je viens de le dire, est faite et universelle. Vous faites quasiment l'unanimité, Edgar Morin, et un homme, Tariq Ramadan, même si vous êtes élu par Time Magazine parmi les penseurs les plus influents, la liste des 100 penseurs les plus influents de la planète, en France, vous êtes considéré par certains comme infréquentable. Alors justement, vous n'aviez pas peur de vous frotter à l'infréquentable Tariq Ramadan, à ce qu'on vous accuse de dédiaboliser Tariq Ramadan, Edgar Morin ? D'abord, vous savez, moi je ne fais pas d'abord tellement l'unanimité et j'ai bien des détracteurs, mais c'est vrai qu'en France, Tariq Ramadan a une opinion, enfin, il est diabolisé d'une certaine façon. Alors, moi, ça m'a tenté de 2 façons. Premièrement, moi, je n'aime pas du tout ces rumeurs autour des gens dont on nous dit le pire, avant de voir un peu ce qu'ils ont. Et puis, je me suis dit, si Tariq Ramadan a des idées tellement opposées aux miennes, eh bien, c'est intéressant de les confronter. Et donc, c'était un challenge pour moi, parce que je me disais peut-être que au lieu de dédiaboliser Tariq Ramadan, c'est peut-être lui qui va me diaboliser un petit peu. Et alors, est-ce qu'il vous a diabolisé finalement ? Hein ? Il vous a diabolisé finalement ? Non, il a réveillé chez ceux qui veulent me diaboliser, leur envie de me diaboliser. Non, il va pas faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est créé en plus en nous une sympathie, même maintenant une amitié, et donc ça peut surprendre qu'on soit d'accord sur tellement de points. Bien entendu, le point différent, absolument, c'est que lui, c'est un croyant, et moi, je suis un agnostique, un non-croyant. Mais même là-dedans, si vous voulez, moi, je ne suis pas ce qu'on appelle un athée militant. C'est pas l'existence de Dieu que je nie. Je pense pour moi qu'il y a un mystère dans l'univers que je refuse, moi, d'appeler Dieu. Mais cela étant dit, bien entendu, nous avons pu examiner avec sérénité des questions qui elles-mêmes sont très tourmentantes dans notre temps. Et je vais vous les poser. Je vais vous poser des questions, et des questions très politiques sur l'état de la France, sur la montée des populismes dans un instant, et vous allez réagir. Tariq Ramadan, c'est vous qui avez eu l'idée donc de ce dialogue avec Edgar Morin. Pourquoi et à qui s'adresse ce livre ? Écoutez, d'abord parce que je le connais depuis longtemps. Lui, il m'a connu depuis moins longtemps. Je l'ai étudié. Je venais à lui dans les années 80 comme un étudiant, comme un élève, presque comme un disciple de certaines idées fondamentales. Et eu égard à son parcours, eu égard aussi à l'expression de la complexité, j'avais écrit un livre de philosophie qui s'appelait L'autre en nous, que j'avais dédié au point-virgule. C'est le point de la ponctuation qui dit la complexité, qui était très très proche de toute cette perception nécessaire aujourd'hui. Et puis la volonté que je voyais chez lui de ne rien vouloir simplifier, d'aborder les différents points de vue. Et donc c'était d'abord un texte qui
au-delà de la question de Dieu, parce qu'elle est centrale dans notre débat, parle de l'humanisme, parle de la diversité des identités, parce que nous le vivons les deux, nous l'avons vécu les deux, et puis l'idée que c'est pour le tout public, en fait. C'est un texte qui n'est pas difficile à lire. C'est un texte qui aborde des questions profondes, mais qui n'est pas difficile d'accès. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça touche tout le monde. Les athées, les agnostiques, les juifs, les chrétiens, les musulmans, en posant un certain nombre de questions et de principes fondamentaux. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que certains se sont surpris du fait qu'on était d'accord sur tout, mais c'est plutôt une bonne nouvelle que deux horizons, deux destins se rencontrent sur l'essentiel. Je dirais qu'en France, c'est plutôt une bonne nouvelle à l'ère des controverses. Mais c'est vrai qu'à l'ère des controverses, et c'est vrai que peut-être qu'on attendait une confrontation plus dure, plus radicale entre vous, c'est une conversation très polie, très intelligente, entre deux intelligences, mais il n'y a pas diamétralement, même si vous ne croyez pas et que vous êtes un croyant, vous n'êtes pas frontalement en opposition. C'est jamais violent ce dialogue. C'est vrai, c'est pour ça que ceux qui aiment les matchs de boxe intellectuels seront déçus, mais je pense que ceux qui aiment les confrontations, peut-être seront intéressés. Effectivement, l'intéressant était de voir comment, à partir de des points de départ extrêmement différents, nous nous rejoignions sur, par exemple, cette question de l'humanisme. Alors évidemment, l'humanisme, c'est un mot très vague, ça veut dire respecter tout ce qui est humain, quelle que soit sa croyance, sa naissance, sa race, sa religion. Mais bien entendu, je pense que nous avons ce même sentiment. Mais au risque de la naïveté ? Je ne crois pas naïf, parce que c'est une position de principe. Et je veux dire que vous avez raison. Mais ça, c'est l'idée courante de l'humanisme. Moi, j'ajoute ce fait que nous sommes à une époque où tous les êtres humains de tous les continents ont la même communauté de destin, c'est-à-dire courent les mêmes risques, les mêmes problèmes vitaux, que ce soit la dégradation de la biosphère, la multiplication des armes atomiques, que ce soit les crises économiques, etc. Donc, tous les êtres humains ont un même problème. Et moi, pour moi, l'humanisme, c'est de sentir que nous avons ce destin commun, et je dirais même plus, c'est de ressentir en moi que je suis un tout petit élément dans cette formidable aventure de l'humanité qui a commencé avant même la préhistoire et qui continue de façon imprévue, on ne sait pas où. Voilà un peu l'idée d'humanisme. Je vais vous faire réagir sur François Hollande, sur ses 2 ans de mandat, sur Manuel Valls, le nouveau Premier ministre, sur ce qu'un homme de gauche comme vous pense de cela. Mais d'abord, le hasard des calendriers veut qu'aujourd'hui, on est 70 ans après la première fois qu'une femme a voté en France. On fête aujourd'hui les 70 ans du droit de vote des femmes. Bon, évidemment, l'égalité homme-femme, c'est pas encore ça. Est-ce que c'est aussi un de vos combats, l'égalité homme-femme, Tariq Ramadan ? Oui, nous en parlons dans le livre et moi, ça fait 30 ans que je dis plusieurs choses. D'abord, dans mon univers de référence, l'islam, je dis que l'islam en tant que tel n'a pas de problème avec les femmes, mais que les musulmans ont un problème avec les femmes, pour plein de raisons. D'abord, pour leur façon de lire les textes. Secondement, parce que la culture patriarcale de l'origine a eu un impact sur la lecture des textes. Et ce que je dis aux femmes et aux hommes, d'abord, je dis que ce combat-là, c'est pas les femmes contre les hommes. C'est les hommes et les femmes ensemble. Et ce que je dis aussi aux femmes, de ce point de vue-là, c'est de ne pas en tant que musulmane, prendre une posture victimaire. C'est de comprendre que cette religion, parce qu'elle parle de leur dignité, parce qu'elle parle de leur essence de femme, et c'est aussi ça qui est important, c'est que 95% du discours musulman sur les femmes parle de leur rôle en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que fille, mais pas en tant que femme. Nous avons à développer un discours féminin. J'appelle les femmes à une lecture du Coran, à être engagées dans les sciences islamiques, à développer quelque chose qui doit être une présence sociale, et je vais plus loin que le discours traditionnel qu'on a en islam, l'égalité devant Dieu et la complémentarité sociale. Je pense que ça peut pas être ceci, qu'il faut se battre, et je suis pour le combat, par exemple, sur la question des salaires, compétences égales, salaire égal, engagement égal dans la société. C'est-à-dire que vous appelez les femmes musulmanes aujourd'hui à s'émanciper du texte ? Non. Mon problème, il n'est pas dans le texte. Mon problème, c'est la lecture du texte. À s'émanciper de la lecture masculine et de la culture patriarcale des origines pour redécouvrir dans le texte des horizons qui permettent un développement qui reconnaît leur identité et leur autonomie. Ce qui fait aussi que vous le dites, et c'est vrai que je l'ai découvert dans le texte, Tariq Ramadan, vous n'êtes pas contre l'avortement.
Ça m'a Non, étonné. ça ne devrait pas vous étonner. C'est quelque chose que j'ai développé dans un texte qui s'appelle la réforme radicale, en disant toute loi nationale qui irait à l'interdiction de l'avortement serait quelque chose que je ne soutiendrai pas. Pourquoi ? Parce que la législation, la pensée juridique musulmane est allée très très loin dans le cas par cas. Et contrairement à l'idée qu'on a dans le catholicisme ou dans le christianisme, qu'on s'oppose de fait, il y a un principe commun, c'est non à l'avortement, avec le fait qu'on pourrait être d'accord quand la mère est en danger, mais il faut aller plus loin que ceci. Et il n'y a jamais d'avortement heureux. Mais l'interdiction une et formelle, je pense que c'est une erreur. Edgar Morin, en conversant avec Tariq Ramadan, est-ce que vous avez été surpris de ses positions sur les femmes? Parce que c'est vrai qu'on vous a fait un procès, en tout cas en France, sur la vision des femmes. Le fameux double discours de Tariq Ramadan entre ce qu'il dit à la télévision française et ce qu'il dit en arabe aux femmes musulmanes. Est-ce que vous avez été surpris de ce qu'il a dit sur les femmes? De ce qu'a dit Tariq Ramadan. Ouais. Oui, non, au début, j'étais heureusement étonné de voir qu'on avait cette convergence, parce qu'évidemment, moi, je suis parti toujours de l'idée, bien entendu, de l'égalité, de la parité, et même ce qui m'a toujours intéressé ici, c'est que, disons, au début, les revendications féminines étaient fondées sur le principe que la femme est semblable à l'homme, donc son égal, c'était Beauvoir. On ne n'est pas femme, on le devient, c'est-à-dire que la femme, il n'y a pas tellement de différence, alors que le mouvement de libération des femmes a dit « nous sommes différentes, mais nous sommes égales ». Et je crois que la femme est à la fois semblable et différente à l'homme. Et de toute façon, elle a un droit, disons, à toutes les carrières aujourd'hui qu'ont les hommes. D'ailleurs, le gouvernement actuel continue à pratiquer cette mixité. Donc, si vous voulez, je pense, je suis très heureux qu'on ait la même position. Alors, le gouvernement actuel, justement, on va parler du nouveau Premier ministre, Manuel Valls, qui arrive donc, nommé il y a 2 semaines, après la gifle électorale que s'est prise la gauche au municipal. Manuel Valls qui a donc prononcé son discours de politique générale. C'était la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Et voilà ce qu'il a dit, Manuel Valls, le catalan naturalisé français à l'âge de 20 ans. J'ai voulu devenir français et être Premier ministre du gouvernement de la France est un immense honneur pour moi. Et je me dis qu'il y a peu de pays au monde qui permettent à des citoyens nés à l'étranger, qui ont appris les valeurs de la République, de prendre les plus hautes fonctions de l'État. C'est pour ça que j'aime profondément ce pays et c'est pour ça que je suis fier de m'adresser à sa représentation nationale. Ça vous a parlé, ça, quand il dit ça? Écoutez, moi j'ai entendu, je suivais en direct donc cette séance et moi personnellement j'ai été très ému par cette envolée finale sur la France de ce garçon qui était né en Catalogne. Oui, et puis je même dois dire que dans ce discours j'ai été frappé par l'énergie, par la volonté, par la polycompétence, c'est-à-dire c'est pas plus du tout le Valls gendarme, ministre de l'Intérieur qui parlait, c'était un Valls politique. Alors donc tout ceci m'a fait un effet réconfortant, mais moi, en gros, je pense qu'il manque, que c'est un discours qui débite en petites tranches beaucoup de petites choses à faire qui sont chacune importantes, mais où il n'a pas encore donné une vision d'ensemble, l'idée d'un chemin d'ensemble. Il n'a pas mis dans une politique globale toutes ces choses diverses et encore. Alors, moi, je suis attentiste, je ne suis pas négatif. Vous n'êtes pas déçu par François Hollande au bout de 2 ans? Alors, dans un sens, non, parce que vous savez, j'ai fait, avant qu'il soit élu, un dialogue avec lui qui est apparu dans Le Monde, et moi je lui faisais mes propres suggestions politiques, que d'une façon bonasse, il écoutait tout ça, mais je savais qu'il y avait quand même un monde. Alors, François Hollande, j'ai eu une sympathie personnelle pour l'homme, mais je ne m'attendais pas qu'il puisse sortir de son univers mental, de son univers politique, tout en m'attendant à ce qu'il y ait un sursaut. Parce que je pensais qu'à un moment donné, il prendrait conscience que cette idée d'attendre la croissance, de jouer sur la compétitivité, toutes ces choses-là, irait à un mur. Et le sursaut que j'attendais n'est pas venu, ou plutôt, il a pris sous la forme, disons, d'accoucher de Valls. Et dans le fond, c'est peut-être ça. Alors donc, si vous voulez, moi, je veux... Vous attendez de voir. Hein? Vous attendez de voir ce que va donner Manuel Valls. Bien sûr, j'attends voir.
Mais sans hostilité. Sans hostilité. Est-ce que c'est votre cas aussi, Tariq Ramadan, ou est-ce que vous êtes plus critique? Il n'y a pas d'hostilité, mais il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de critiques. Je suis plus négatif par rapport au bilan de 2 années de Hollande. Et on s'aperçoit finalement que les Français ont beaucoup plus voté contre Sarkozy que pour Hollande et qu'il aurait pu saisir cette occasion. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est peu de politique sociale, peu d'alternatives. Ce que Edgar Morin dit sur Valls, on peut le dire du président, c'est-à-dire on a l'impression que c'est des mesures et non pas une vision. Ce n'est pas une politique, ce sont des décisions politiciennes au gré des circonstances. Et ça peut être émouvant d'entendre le Premier ministre relever son destin. On l'avait entendu en l'occurrence aussi du président qui l'a précédé, Nicolas Sarkozy, mettre ceci en avant. La vraie question, elle n'est pas celle-ci. Reconnaître que la France accueille et permet à un Premier ministre, c'est très très bien. On l'a vu dans d'autres pays. La vraie question, c'est quelle politique a-t-on quand cela concerne pas simplement la sécurité, parce que le bilan sécuritaire de Valls à l'intérieur n'est pas très très bon, déjà d'une part, mais d'autre part, sur le plan de la justice sociale, sur le plan, c'est quand même Valls qui a pris des mesures contre les Roms, contre ceux qui se sont installés en France, contre les immigrés. Il tient un discours plus royaliste que le roi. À force de trop vouloir montrer qu'il est vraiment français, amoureux de la République, il transforme finalement l'esprit de la République, qui était plutôt inclusif dans son histoire que dans l'exclusion dans le temps présent. Alors justement, on va parler des communautés, on va parler de la République, on va parler de la laïcité. D'abord, je voudrais vous faire réagir à la une de Valeurs Actuelles de cette semaine. Regardez cette une de Valeurs Actuelles. Regardez là, vous la voyez là. A-t-on encore le droit d'être français, dit Valeurs Actuelles, qui parle du concept de français de souche. On va en parler avec Alain Finkielkraut, que je vais vous faire entendre dans un instant. Mais d'abord, sur le concept même, est-ce qu'on a le droit de parler de français de souche, Edgar Morin ? Est-ce que vous comprenez cette phrase ? Les souches, que veut dire la souche ? Parce que nous savons aujourd'hui que presque un tiers des Français actuels sont d'origine immigrée dans des époques antérieures, au début du XXe siècle, etc. Alors, où remonte la souche ? C'est ça qui est important, parce que quelqu'un qui est né en France de parents étrangers peut dire que sa souche est devenue française. À mon avis, tout ça aujourd'hui fait partie de cette psychose dans laquelle la peur et l'angoisse de l'autre temps, aggravée par la crise, fait qu'on cherche toujours, que ça s'est passé après la crise de 29, on cherche l'étranger, chez le métèque, chez le juif, chez l'arabe, le rome. Et là aussi, moi, de Valls, c'est la chose qui m'a scandalisé, c'est le côté contre ce malheureux peuple qui, depuis des siècles et des siècles, est persécuté. Le traiter comme ça, c'est honteux. Mais c'est une parenthèse. Donc, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, la France est faite est un pays multiculturel dès l'origine. Parce que nous avons, dès l'origine, des Flamands, des Bretons, des Basques, des Catalans, des Alsaciens. Et ce sont des gens d'ethnies différentes, qui ont tous des langues différentes. Seulement, ils ont été francisés pendant les siècles. Les immigrés, ça prend la suite. Ils entrent et puis ils sont francisés. Le cas de Valls, c'est un exemple. Le cas de Sarkozy est aussi un autre exemple. Cette société multiculturelle, vous le dites dans le livre, je rêve d'une vraie société française multiculturelle. Il y en a qui ne la veulent pas, cette société multiculturelle, qui la contestent, cette société multiculturelle. Aujourd'hui, la question n'est pas de ne pas la vouloir. La France est multiculturelle avant même les immigrés et elle continue à l'être. Ça, c'est un fait. Alors, s'ils ne la veulent pas, ils vont être obligés de prendre des mesures qui vont ressembler à celles de Hitler. Parce que sinon, on ne voit pas de quoi il s'agit. La France est un pays qui a toujours francisé des gens qui ne parlaient pas français. Ils parlaient le basque, ils parlaient l'allemand, ils parlaient le breton. Et ils continuent à le parler, d'ailleurs. Donc, je dirais, moi j'ai dit à Hollande, mettez dans la Constitution, la France est une et multiculturelle. Il a dit que ça favorise le communautarisme. Il n'a pas compris. Alors, on va parler du communautarisme. Je vais vous faire entendre Alain Finkielkraut, qui réagissait au micro d'Europe 1, au micro de Jean-Pierre Elkabbach, suivi d'Éric Zemmour, extrait de l'émission Ça se dispute, qui commente ce que dit Alain Finkielkraut pour parler justement des communautarismes, de l'identité française, l'identité malheureuse.
Et pourquoi faire porter le délitement de notre société, la décomposition de l'esprit français sur l'immigration ou la confrontation avec l'islam? Vous savez qu'on vous fait le reproche. On me fait ce reproche, mais ce n'est pas ce que je dis. L'enseignement n'a eu besoin de personne, sinon d'une idéologie délirante pour courir au désastre. La perte du contact entre la langue et la littérature n'est pas imputable à l'immigration. Donc je pense simplement qu'aujourd'hui, il y a en effet une crise de l'intégration. En témoigne par exemple la situation d'une ville comme Villers-Cotterêts. Tout le monde s'inquiète de voir que cette ville est passée au Front National, mais il faut savoir que la maison du maître de Col a été vendue par la mairie, elle est devenue une mosquée, que le restaurant Savoyard est devenu un kebab et que la boucherie est devenue halal. Allez, Ce sont des situations un tout petit peu inquiétantes. Quand il dit Villers-Cotterêts, la boucherie halal, l'école vendue, etc., donc ça s'appelle, il y a un mot qui a été trouvé par Renaud Camus, ça s'appelle le grand remplacement. Moi, je peux vous dire, dans tous les endroits où j'ai grandi, voilà, j'ai grandi à Drancy, j'ai grandi à Montreuil, j'ai grandi à Stein, j'ai grandi dans le 18e arrondissement de Paris. Dans tous les endroits où j'ai grandi, le grand remplacement a opéré. Voilà. Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, ils ne pensent pas comme vous, ni l'un ni l'autre. Ils évoquent le grand remplacement de Renaud Camus, qui est une idée qui est de plus en plus populaire en France, qui est cette idée que les populations d'Afrique noire et d'Afrique du Nord, du Maghreb, vont venir remplacer les Français de souche. Je vais vous donner la parole, Tariq Ramadan, dans un instant. C'est une parole qui ne tient pas, parce que s'il y a une multiplication de maghrébins dans beaucoup de villes de province, le poids de la société non maghrébine est beaucoup plus grand que celle. Ils sont 5 millions de maghrébins. Non. Moi, d'ailleurs, Finkielkraut est un excellent exemple d'intégration. Il me la pousse même tellement loin que désormais, il ne veut plus que les autres soient intégrés. Mais c'est quand même un fils de juif polonais qui est devenu un Français excellent, extrêmement cultivé. Son tort, maintenant, est de penser que sont inassimilables les gens qui viennent d'ailleurs. Mais là-dessus, lui, c'est un exemple parfait de la France multiculturelle dont je parle. Et alors, donc, si vous voulez, nous savons très bien qu'il a des phobies obsessionnelles sur les musulmans. Mais vous savez, il y a des points de fixation. Moi, il y avait des gens dans ma jeunesse qui voyaient les juifs partout. Les juifs, ils sont partout. Mais lui, il voit les boucheries halal partout. Et qu'est-ce que vous voulez? Mais il y a ce type de fixation, d'obsession puérile, ça existe chez des tas de gens, mais c'est pas ça qui est important. Tariq Ramadan, qu'est-ce que vous répondez à Alain Finkielkraut et Éric Zemmour qui voit l'école fermée, remplacée par une mosquée, le restaurant traditionnel, je cite Alain Finkielkraut, remplacé par une boucherie halal. Qu'est-ce que vous répondez à Éric Zemmour qui dit, moi, dans tous les endroits où j'ai grandi, dans le 18e, à Drancy, eh bien, ça est remplacé par des populations maghrébines? D'abord, je pense d'abord dans la séquence des questions que vous posez, la première sur la question de souche permet aussi de répondre à ceci, parce que le fait du français de souche, c'est une construction idéologique. Le français de souche, c'est juste un immigré de plus longue date. C'est ça la réalité, c'est que nous sommes tous d'une certaine façon des immigrés, puis on a de plus longue date, et on a créé 2 souches. Mais la diversité dont parlait Edgar Morin, elle est la réalité. Aujourd'hui, après 4 générations, des Français de confession musulmane sont encore appelés Français d'origine immigrée. C'est-à-dire qu'on ne les intègre pas à la Constitution nationale. Pourquoi? Parce que le problème, il est psychologique. Il est dans une nouvelle formation de notre identité de Français à l'exclusion des autres. Alors aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en France, c'est le contraire, je dirais, de ce que dit Alain Finkielkraut et de ce que confirme Zemmour, c'est que le processus qui installe des gens, qui les enracine culturellement, ces Françaises et ces Français qui sont de confession musulmane, mais qui parlent le français comme vous et moi, qui pensent français, qui sont de culture française et de culture européenne, mais c'est une chance pour la France, cette diversité-là, elle est plutôt de montrer que ça marche. Pourquoi ça marcherait pour Finkielkraut et il voudrait que ce soit l'exclusion pour tous les autres? Qu'est-ce qu'il y a dans l'islam, ou en tout cas dans leur compréhension de l'islam, qui rendrait la musulmane ou le musulman impossible à intégrer dans leur esprit dans la République? Parce que le problème, c'est pas la République, c'est leur esprit. Et donc, de ce point de vue-là, il faut dire qu'aujourd'hui, je dis le contraire pour ce qui me concerne. Je dis qu'aujourd'hui, le processus d'installation, de compréhension de ces citoyens, il est en marche. Et que ceux qui, en 2005, étaient dans la rue en France, c'était des vrais Français. Et il n'y avait rien du fait qu'ils étaient arabes ou qu'ils étaient musulmans. Ils demandaient la justice sociale. Et j'en veux
et à la droite et à la gauche dans ce pays, de n'avoir rien fait depuis 2005 comme vraie politique sociale. Et c'est parce qu'ils ne font rien qu'aujourd'hui, le populisme de Marine Le Pen est en train de gagner du terrain. C'est pas parce que les Français sont racistes, mais c'est parce que les partis traditionnels ont déserté la question politique. Mais ça c'est de dire d'une certaine manière, ce que vous dites, Tariq Ramadan, c'est de dire que c'est la faute de la République qui refuse d'intégrer ces populations-là ou d'intégrer les Français musulmans. Est-ce que c'est pas aussi se poser en permanence en posture victimaire? Or, vous la refusez, cette posture victimaire. Mais le problème, c'est de dire, d'une certaine manière, si un musulman français n'a pas un job ou n'a pas un logement, c'est de dire c'est la faute du propriétaire ou c'est de la faute de l'employeur qui est raciste, qui ne veut pas me prendre moi musulman. Est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas tourner la question? Je vous remercie de préciser ceci parce que ça me permet de clarifier ma pensée. À aucun moment je n'ai dit que c'était seulement la faute de l'État. Je dis le contraire. Je dis que le processus d'installation est en marche. Il fonctionne contrairement à ce que l'on dit. Mais que les torts sont partagés. D'abord et essentiellement doit venir de l'État une vraie politique sociale, une vraie politique de l'éducation, une vraie politique de l'égalité sociale à l'emploi et à l'habitat. Ça, c'est le devoir de l'État. Des citoyens aujourd'hui, ce que je dis toujours, je dis moi je suis au-delà de l'intégration, je suis dans la contribution, je suis dans la valeur ajoutée. Ce que je dis aux citoyens, c'est faites ce que vous avez à faire en matière non pas simplement de la revendication de vos droits, mais de votre engagement, de votre contribution sur le plan de votre travail et sur le plan de la valeur ajoutée. Je peux vous poser une dernière question sur les prénoms. C'est une revendication qu'on a entendue à la bouche de Marine Le Pen, de dire pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas des prénoms français. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Mais ils donnent les noms qu'ils veulent. Moi, j'ai absolument... D'ailleurs, en plus, quand quelqu'un, par exemple, se convertit à l'islam, je leur dis, à la femme comme à l'homme, il n'y a pas besoin de changer de nom. Et le fait, quand on s'installe et quand on donne des noms à des enfants, il y a une chose qu'il faut qu'on reconnaisse, c'est que le cœur parle et qu'on donne à ses enfants les noms de son cœur et les noms de sa trajectoire historique. Et c'est tout. Et de ce point de vue-là, il faut accepter que la France... Aujourd'hui, un nom comme Aïcha, un nom comme Mohamed, un nom comme Abdallah, c'est des noms français. Vous savez pourquoi? Parce que l'islam est une religion française, mais il faut que la France, avec ses politiques, se regarde en face et accepte sa diversité et ne tombe pas dans le discours que nous avons de Finkielkraut, parce qu'au fond, ce discours-là est extrêmement dangereux, parce qu'il crée, lui, la division. Qu'est-ce qui est en train de dire? Il est dangereux, mais il est de plus en plus populaire. Tout à fait, mais c'est l'idée, c'est le populisme qui dit nous sommes en train d'être colonisés, c'est grave. Edgar Morin. Non, moi, je veux dire qu'il y a un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec Tariq, c'est que j'ai trouvé tout à fait mauvais que, surtout à partir de Sarkozy, au lieu de dire des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, on dise des musulmans. Et c'est-à-dire on définit les gens par leur religion, alors qu'on ne le fait pas tellement. On dit les Français, on ne dit pas ils sont chrétiens, ils sont protestants. Et je pense qu'à ce moment-là, la réduction à la religion est une chose qui ne vaut que pour ceux qui sont vraiment pieux. Bien entendu, il y a beaucoup qui ne sont pas pieux, mais qui continuent à donner des prénoms traditionnels, c'est évident. Mais alors, est-ce qu'il faut donner des prénoms français? Pardon? Est-ce qu'il faut donner des prénoms français quand on est français, ou c'est pas un problème? Mais ça s'applique aussi à la communauté juive qui donne de plus en plus des noms hébreux. Mais alors là, vous voyez très bien un processus qui a lieu aussi bien chez des juifs que chez des musulmans, c'est-à-dire la tendance à reprendre des prénoms hébreux comme la tendance. C'est-à-dire il y a un retour, disons, aux racines ethniques ou religieuses. Ça, c'est un phénomène. Et je pense que, si vous voulez, le problème, c'est le problème de la double identité. Il y a, par exemple, des gens qui se sentent 100% français et 100% algériens. C'est ma femme qui est d'origine marocaine, elle se sent 100% française et 100% marocaine. Elle vit les deux. Moi-même, j'ai des ascendants méditerranéens, espagnols, italiens, etc. Et je suis très content de cette richesse. Et c'est ça dont il faut se rendre compte. Chacun a plusieurs identités. Mais je suis d'accord pour dire qu'il y a une crise de l'immigration récemment. Elle est plus difficile qu'avant, mais elle a toujours été difficile au début parce que les Italiens arrivant à Marseille, on les traitait de sale macaroni. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout le contexte international, avec le Moyen-Orient, avec la Palestine, avec les souvenirs de la guerre d'Algérie, c'est plus difficile. Et avec la ghettoisation de nombreuses photos, c'est plus... Mais cette machine, disons, à naturaliser, qui a fonctionné en 3 générations et terminant par des mariages mixtes, elle fonctionne quand même encore
moins bien, mais elle devrait aboutir à ça. Petite pause, on revient dans quelques instants. On ne va pas se mentir, spécial avec Edgar Morin et Tariq Ramadan. Merci à tous les deux d'être là. Je rappelle le titre de votre livre, écrit à 4 mains, au péril des idées, enfin à 4 mains, à 6 mains plutôt, puisque c'est arbitré par Charles-Henri Dubord. Je voudrais qu'on parle des élections européennes qui approchent dans 1 mois et demi. Vous êtes européens tous les deux. Aujourd'hui, Daniel Cohn-Bendit a pris sa retraite au Parlement européen. Écoutez-le, retraite émouvante de Dany. Je suis né en 1945, le 4 avril. Imaginez que le 4 avril, j'arrive sur Terre et je commence à parler et je dis à mes parents, dans 50 ans, il n'y aura plus de frontière entre la France et l'Allemagne. Le Rhin ne sera plus une frontière, mais un fleuve commun. Mes parents auraient dit, on a un problème. Il parle trop tôt et il dit n'importe quoi. Voilà l'histoire européenne. Qu'est-ce qu'on a réussi? Vous l'avez tous dit, on a réussi l'invraisemblable. Alors voilà, il parle avec fougue de l'Europe, on a réussi l'invraisemblable, il parle de la paix entre l'Allemagne et la France. Vous l'avez connu, Edgar Morin, vous avez été résistant. Aujourd'hui, ce discours-là, pardonnez-moi, mais ça passe plus chez les jeunes Européens qui ont divorcé de l'idée européenne. C'est très vrai parce qu'en réalité, le projet européen tel qu'il était à l'origine n'a pas abouti. C'était un projet avant tout politique et culturel qui a échoué parce qu'il y avait des résistances des États nationaux, notamment la France. Et comme il n'y a pas pu y avoir d'unité politique, il y a eu l'unité économique parce qu'il y a eu une grande prospérité, mais cette unité elle-même est fragile, on l'a vu avec la crise de l'euro. Donc l'Europe est inachevée, elle est en crise parce qu'elle n'arrive pas à s'approfondir tout en n'arrivant pas à s'élargir vraiment. Et moi je pense que, j'ai sorti un livre avec un ami qui s'appelle sur l'Europe, disons, décomposition ou métamorphose, parce qu'il y a un processus de décomposition. Et dans ce processus de décomposition, il y a en Europe la poussée de nationalisme clos, qui veulent se séparer de l'Europe, qui veulent casser l'euro. Et alors, la question, c'est de réfléchir, de savoir, à mon avis, quels seraient les avantages économiques de sortir de l'euro et quels seraient les inconvénients. Je pense, si vous voulez, que moi, l'Europe était une belle idée, parce que c'était une idée de paix, une idée d'union, une idée de communauté, et qui était peut-être un modèle à proposer aux autres. Déjà, en Amérique latine, il y a un début d'un mouvement pour unir ces pays d'Amérique latine. Je regrette beaucoup qu'au Maghreb, qui ont tellement de points communs, ils n'arrivent pas du tout à s'associer. Mais donc, si vous voulez, moi, je pense que l'Europe est en crise. Je souhaite que l'Europe ne peut se développer, ne peut vivre que s'il y a un sursaut et qu'elle prenne une voie nouvelle. Elle est dominée par une bureaucratie bruxelloise. Elle a fait des lois d'homogénéisation au lieu de respecter la diversité des pays européens. Il y a toute une série de choses à dépasser et je suis extrêmement inquiet, y compris pour ces élections. Tariq Ramadan, est-ce que vous êtes inquiet aussi pour ces élections? Non, est-ce que vous voyez je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut entendre dans ce que dit Daniel Cohn-Bendit. Je pense que nous manquons de mémoire. Nous allons trop vite à des conclusions. Le projet européen, c'est aussi ça quand même. Il y a quand même des acquis qui sont extrêmement importants. Maintenant, il faut reconnaître ceci. Ce qui, au départ, devait être l'Europe des peuples et des populations est devenu l'Europe de l'économie et de la bureaucratie, malheureusement. Et le projet est en crise, ça c'est une certitude. Le problème que nous avons aujourd'hui et qui est en train de se retourner contre le projet européen, c'est que ceux qui n'ont pas forcément eu de grandes plateformes au niveau national sont en train de développer une plateforme européenne de populistes, de gens qui étaient soit à l'extrême droite auparavant et qui sont en train de se retrouver, Geert Wilders aux Pays-Bas, avec Marine Le Pen, avec la Liga en Italie, qui se mettent ensemble et qui trouvent dans la plateforme européenne la revendication de l'identité nationale. Et c'est finalement le projet qui se retourne contre lui-même. Mais ça vient de quoi cela? Ça vient du fait que ceux qui sont à Bruxelles, ceux qui pensent l'Europe aujourd'hui, le pensent comme une puissance économique. Mais quelle est la politique étrangère de l'Europe? Quelle est la politique à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur du continent? L'Europe ne peut pas survivre sans immigration dans le futur. Et on nous développe un discours sur les étrangers qui seraient les parias de l'Europe. Il n'y a pas de survie économique. Donc il faut qu'on
qu'on règle la quadrature du cercle. La résistance à la diversité culturelle, elle ne peut pas aller avec la survie économique qui doit avoir besoin de ces immigrés. Donc il y a une vraie philosophie, une réconciliation que l'Europe doit vivre avec ses propres valeurs. Et aujourd'hui, elle vit en contradiction avec elle-même et offre aux populistes la capacité d'agir contre elle. Donc c'est un contre-projet que nous sommes en train de voir à l'œuvre. Ils vont gagner, les populistes, là, dans 3 semaines, selon vous? Marine Le Pen va faire un excellent score aux européennes, selon vous? Edgar Morin, Tariq Ramadan. Est-ce que, quand vous entendez Edgar Morin, parfois certains dire on vit un climat années 30, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que cette comparaison avec le climat des années 30 est pertinente, ou est-ce que c'est trop fort, c'est exagéré? Il y a une chose qui est semblable, c'est que l'ampleur de la crise économique a provoqué toute une série de réactions, je dirais, de clôture, de fermeture, de caractère nationaliste clos. Ça, c'est vrai. Mais la différence, si vous voulez, c'est qu'à l'époque, il y avait d'abord une puissance expansionniste qui était l'Allemagne nazie, qui voulait des colonies en Europe. Et aujourd'hui, bon, il n'y a pas ça. On peut dire que peut-être la Russie de Poutine, elle a des ambitions hors de son territorial, mais ces ambitions actuellement, elles sont limitées à des régions qui faisaient partie de l'ancien empire tsariste et de l'ancienne Union soviétique. Donc il n'y a pas ce type de danger. Mais il y a le danger d'une crise profonde de civilisation, d'une crise d'idées. Et dans le fond, la chose semblable, c'est qu'à l'époque, j'ai vu que les politiques, les gens allaient de façon somnambulique vers la mort, vers la guerre, sans s'en rendre compte, et qu'aujourd'hui, on ne va peut-être pas vers une guerre mondiale, mais on va de façon somnambulique vers des désastres. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Je remontre votre livre, ça s'appelle Au péril des idées, c'est aux éditions des Presses du Châtelet. Merci d'être venu sur iTélé. Il faut le lire, ce livre, et notamment le chapitre sur l'intime, où vous parlez de votre mère que vous avez perdue à 10 ans. Vous expliquez notamment pourquoi ça a joué et comment ça a joué dans votre formation et dans vos théories ensuite plus tard. Et vous aussi, vous parlez de votre culture occidentale et de votre foi musulmane également, et c'est un des plus beaux chapitres du livre. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat sur iTélé. Très bonne soirée.